Bienvenue sur le podcast S'aimer, le podcast de celles et ceux qui sentent que leur conscience et leurs réflexions ont déjà ouvert beaucoup de portes, mais qui cherchent à créer une relation à soi et aux autres plus douce, plus juste et plus vivante. Je suis Aline, thérapeute psychopraticienne. Dans cet espace, je propose des paroles qui contiennent, des clés à la fois réfléchies, éprouvées et vécues pour comprendre autrement ce qui se joue en vous. Ce podcast, je le souhaite comme un endroit où l'on peut se reconnaître sans se juger, comprendre ce qui pèse même quand on a déjà beaucoup travaillé sur soi, accueillir exactement ce qui est et avancer pas à pas vers une relation plus juste à soi-même et par conséquent aux autres. Ici, je souhaite vous guider pour vous permettre de vous rencontrer avec plus de justesse, vous aider à comprendre pourquoi malgré vos efforts pour changer, les choses ne s'apaisent pas comme vous l'espérez et surtout, vous partager cette idée essentielle. Il est possible de s'aimer chaque jour un peu plus et cet acte est profondément créateur. Alors, installez-vous confortablement. Ici, il n'y a rien à comprendre parfaitement. Vous pouvez simplement laisser résonner en vous ce qui peut résonner dans l'instant. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, selon moi, traverse toutes les familles à des degrés différents, mais qui est très souvent présent. Je vais vous parler des secrets, également appelés aussi les non-dits. Mon travail de thérapeute en psychologie m'amène à travailler avec des hommes et des femmes individuellement, et ce que je constate et ce qui m'amène également à parler de ce sujet aujourd'hui, c'est que ce que l'on s'empêche de dire pour éviter de déplaire, pour éviter de contrarier ou pour protéger les autres, ça a un véritable impact sur soi en tant qu'individu. Et au-delà de ça, aujourd'hui nous parlons de plus en plus, nous parlons beaucoup du transgénérationnel et il est important selon moi de comprendre que tout ce qui ne se dit pas se transmet. Ainsi, les secrets se transmettent. Et quand ils se vivent en groupe, ils organisent les relations au cœur de la famille. Et ainsi, ils créent des blessures qui se transmettent de génération en génération. Dans cet épisode, je vais employer ici et là le terme système. Quand je parle de système ou système familial, je parle de l'ensemble des rôles, de l'ensemble des relations et des règles implicites qui organisent la vie d'une famille. Le système, c'est une structure vivante qui cherche toujours à maintenir son équilibre. Et les secrets ou les non-dits, c'est un des outils utilisés par le système pour se maintenir dans cet équilibre. Dans une famille, il y a toujours ce qui se dit et ce qui se tait. Et ce qui se tait, ce n'est absolument pas du vide, bien au contraire, c'est aussi une présence qui peut être lourde, une présence qui peut être diffuse et une présence qui va organiser le système sans que l'on s'en rende compte. Je vais vous décrire une sensation que peut-être vous allez reconnaître et comprendre. Vous êtes quelque part et puis vous entrez dans une pièce et quand vous arrivez, vous sentez que l'atmosphère change. Les personnes qui sont présentes et qui vous voient arriver changent justement le ton de leur voix, se mettent à chuchoter ou à vous regarder un peu de travers et vous comprenez qu'il se passe quelque chose. Et là, vous regardez, vous demandez qu'est-ce qu'il se passe et on vous répond « non, rien ». Et là, vous savez qu'il se passe quelque chose. Ou alors vous passez quelque part chez vous, à côté de la porte de la salle de bain et vous entendez, malgré la porte fermée, que quelqu'un pleure de l'autre côté. Ou encore, vous rentrez dans une pièce et vous voyez quelqu'un partir en claquant la porte. Et également dans ces scènes, vous ne comprenez pas exactement ce qu'il se passe, mais quand vous cherchez à questionner, les personnes restent muettes. Imaginez maintenant que vous vivez ces scènes, mais que vous êtes un enfant. Et c'est exactement là, exactement à ce moment-là, que vous apprenez une règle implicite. Une règle qui ne se dit jamais explicitement, mais qui s'impose et qui dit qu'il y a des choses qui ne se disent pas. Il y a des choses qu'on ne nomme pas. On ne les nomme pas même si elles sont là. Et même si tout le monde les voit. Et c'est ainsi que naissent les secrets et que naissent les non-dits. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes tous, absolument tous, concernés. Nous sommes tous enfermés dans des choses que nous ne pouvons pas nommer, que nous avons vues, constatées, compris indirectement, mais qu'on ne nous a pas expliqué. Et l'explication que nous avons eue, c'est rien, tout va bien. Mais ces choses-là, elles peuvent aussi nous blesser, nous faire du mal. On peut avoir l'impression qu'on est le sujet et on ne le comprend pas. Donc, elles restent et elles nous blessent. Alors, ça peut être à plus ou moins grande échelle, il peut y avoir des petites choses, mais il peut aussi y avoir des plus grands secrets. Et un secret, dans une famille, il est là. Il est là, mais il est très diffus. Mais il est absolument partout. On ne le comprend pas, on ne le nomme pas. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas ce qu'il en est. Mais il est présent même quand on ne sait pas.
Il est présent, il est flottant et il organise le système en créant des rôles. Et dans ces rôles, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Ceux à qui on a dit et ceux à qui on ne l'a pas dit. C'est souvent les enfants, mais ça peut aussi être une sœur, ça peut être un frère, un cousin et ça peut même être son propre parent. Et ces rôles, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, organisent les liens au sein de la famille. Ils créent des alliances, nous on sait mais pas eux, et donc par conséquent, ils créent aussi des distances. Des distances du type « Ah bah non, on ne peut pas lui dire parce que », et on trouve souvent des bonnes raisons, parce qu'il ne comprendrait pas, on ne fait pas confiance à l'autre, ou alors parce qu'il ou elle est trop fragile, pareil, on ne fait pas confiance à la solidité de l'autre dans cette histoire, ou alors on ne peut pas lui dire parce qu'on ne peut tout simplement pas lui faire confiance. Mais il existe aussi un autre schéma possible, le schéma de celui ou de celle qui porte un secret seul. Celui ou celle sur qui pèse l'interdiction de parler, parce que ce qu'il aurait à dire n'est pas du tout entendable par l'ensemble du groupe. Et là, je vais vous donner un exemple concret. Ça pourrait être le cas de violences conjugales, où la personne qui voudrait évoquer ces violences aurait peur d'être rejetée si elle les évoquait, ou pas entendue ou comprise par le groupe parce que la personne qui commet ces actes est vue comme quelqu'un de gentil et elle a peur de ne pas être crue. Et ce secret-là, qui enferme la personne seule dans son secret, crée un sentiment de solitude très profond et même un sentiment naturel d'exclusion par rapport au groupe familial. Donc admettons qu'on va prendre cet exemple, c'est arrivé qu'une seule fois et donc du coup la personne va se dire c'est ok. Mais en fait elle a quand même vécu cette violence une fois, ce qui est déjà la fois de trop pour cette personne, et elle n'a pas pu s'exprimer dans son cercle familial par rapport à ça. Et donc elle reste dans ce secret qui est pesant et dans lequel elle se sent seule. Et cette personne qui porte son secret seule, elle est dans une situation impossible. Parce que si elle trahit le silence, si elle brise le silence en disant que telle personne a eu des actes de violence, elle va briser le bien-être de la famille. Elle va devenir celle qui a cassé l'équilibre ou le bien-être familial. Et donc, il y a un risque à sortir du silence. Et de l'autre côté, si elle se tait, si elle reste elle-même bloquée dans son silence, elle se trahit elle-même. Elle reste la personne qui a subi des violences, qui a subi des choses innommables et qu'elle ne peut absolument pas partager. Elle reste donc la personne invisible du groupe. Donc en somme, dans ce cas de figure-là, les deux options sont véritablement insoutenables parce qu'il n'y a pas de sortie du silence ou du secret ou du non-dit sans aucun coup. Et dans ces cas-là, souvent ce qui sort, c'est l'émotion, c'est la colère. Parce que la colère, c'est l'émotion qui dit « il y a quelque chose qui ne va pas ». Et là, admettons que cette femme, c'est aussi une mère qui n'a pas nommé cette violence mais qui la porte en elle et qui vit intérieurement une colère mais qu'elle n'arrive même pas à exprimer. Potentiellement, c'est l'enfant qui va venir pour sa mère inconsciemment exprimer ce silence qu'elle conserve. Et c'est la raison pour laquelle je parle souvent de relations en miroir entre les parents et les enfants. Vous commencez à me connaître et vous savez que j'aime nuancer mon propos et donc je vais venir mettre une petite nuance à ce que je viens de dire. Tous les secrets ne sont pas non plus toxiques. Il y a une notion importante à comprendre. Le secret peut venir protéger, c'est vrai. Et c'est probablement ainsi qu'on le voit quand on se dit on ne va pas trop lui dire parce que ça pourrait être difficile à entendre pour cette personne. Mais ce que je voudrais quand même ajouter, c'est qu'on peut protéger temporairement une personne de la vérité, mais on ne peut pas lui cacher indéfiniment la réalité des choses. Donc je souhaite insister véritablement sur le fait que c'est temporaire. On va alors, quand on va décider de sortir de ce secret, utiliser les mots justes, adaptés à l'âge de la personne et à sa capacité de comprendre, à sa capacité à comprendre avec les mots que l'on emploie. On va lever le silence au bon moment pour elle, et c'est comme ça qu'on va bien protéger la personne, et notamment un enfant ou ses enfants. Et on va le dire quand la personne ou quand l'enfant, l'individu, est en mesure de bien comprendre ce qui se joue pour son bien à lui ou à elle. Et aussi, on va essayer de voir et d'accompagner à ce moment-là la capacité de la personne en question à digérer ce que l'on a dit. Et si nous, on a cette capacité-là,
on va accompagner ou se faire accompagner pour permettre à l'autre de s'ancrer dans cette nouvelle vision, dans cette nouvelle vérité et d'y vivre bien et le plus épanoui possible. Alors peut-être que le terme épanoui pourrait paraître pas forcément bien choisi. Il m'est venu comme ça, donc je le prends. Moi, je pense qu'on peut s'épanouir sur son chemin exactement dans la vérité qu'il est. Donc c'est pour ça que probablement j'ai utilisé ce mot. Je pense que la vérité, quand elle est bien exprimée au bon moment et qu'elle est dite pour notre bien, alors elle peut être créatrice et elle peut venir créer quelque chose de positif en soi. Mais voilà, je vais vraiment insister sur ce point. Quand on protège quelqu'un d'une histoire, l'intention qui est posée derrière cette protection et derrière ce secret, si on veut utiliser ce mot, c'est de libérer à un moment donné les mots, la parole, et de ne pas mettre cette histoire sous clé. Et si on met cette histoire sous clé, alors là on va rentrer dans la deuxième catégorie qui est le secret toxique. Et le secret toxique, c'est le secret qui isole, c'est le secret qui paralyse, c'est le secret qui divise et qui sépare en deux catégories les groupes. Autrement dit, ce secret n'est absolument pas créateur de liens et d'union au sein de la famille. Parce que c'est à ce moment-là qu'on rentre dans ces logiques de groupe où il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Le secret toxique, c'est celui qui ne se lève jamais, c'est celui donc qui se transmet de génération en génération sans jamais être digéré. Et dans ces cas-là, quand on parle de secret toxique, la question centrale dans le cas selon moi, c'est celle-ci. Qui est-ce que l'on protège véritablement? Est-ce que c'est l'enfant? Est-ce que c'est soi? Ou est-ce que c'est le système tout entier? Et autre question, quand on est soi-même dans la confidence d'un secret, quand par exemple on sait quelque chose que quelqu'un ne sait pas et qu'on doit lui taire, est-ce véritablement si simple de se taire pour soi? Est-ce que c'est pas créateur de quelque chose de difficile à l'intérieur de soi que de rester dans le silence pour l'autre? Entraînant par là une autre question, est-ce que si moi je protège quelqu'un de son histoire, ce n'est pas lourd pour moi par la même occasion? Est-ce que moi, dans ce cas-là, je vais pouvoir être heureux ou heureuse, épanoui, me sentir libre de m'exprimer et d'agir comme bon me semble, peu importe les circonstances? Est-ce que je vais pouvoir être dans mon bien à moi? Parce que moi, ce que je constate en séance, en thérapie, avec mes clients, c'est que à vouloir protéger les autres, on porte leur lourdeur. Et la raison pour laquelle nous faisons ça en tant qu'individu, ce n'est pas pour se protéger soi, ce n'est pas non plus nécessairement pour protéger l'autre. D'ailleurs, il y a même beaucoup de cas dans lesquels les liens sont rompus pour éviter d'être au contact de l'autre parce que le contact est gênant. Mais par contre, ce qu'on veut préserver dans ces cas-là, c'est ce fameux système familial. Si on brise le silence, alors on brise le fragile équilibre qu'il existe encore au sein de la famille. Et si on brise ce fragile équilibre, alors là c'est la réputation de la famille, ou d'ailleurs sa réputation en tant qu'individu, l'image que l'on veut maintenir de soi qui va se briser, de soi ou de la famille ou du groupe tout entier. Et finalement, par ces secrets, par ces non-dits et par ces conversations qui n'arrivent pas, ce que l'on veut s'éviter, c'est les conversations difficiles, délicates, la difficulté à poser ces mots, mais aussi toutes les émotions que cela va nous générer en nous, mais aussi le fait qu'on va devoir accueillir les émotions des autres, la violence potentielle des autres, la violence, je vais mettre des guillemets à violence, mais la violence, ça peut aussi être le refus d'admettre la vérité de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui peut être très violent aussi. Et donc, on cherche à se protéger de tout ce contexte-là, du conflit, des émotions. On préfère éviter le chagrin ou la colère de l'autre, on préfère rester dans sa propre lourdeur et dans son propre chagrin sans véritablement s'y ouvrir ou le voir, parce que finalement, tant qu'on ne met pas trop le nez dedans, on ne le ressent pas trop, mais pour autant c'est présent, et finalement c'est présent de façon diffuse, et donc de façon lourde à l'intérieur de nous, on le porte d'une façon ou d'une autre. Et ça, j'ai envie vraiment de le préciser, si on ne le dit pas, on le porte dans notre corps, dans notre tête, et ça nous charge, ça nous fait agir d'une façon ou d'une autre qui n'est pas nécessairement celle dont on agirait si on ne portait pas ces lourdeurs-là. Moi, je pense vraiment que quand on se tait sur quelque chose, quand on ne s'exprime pas sur tout ce qu'on voudrait, quand on doit couper des liens parce que c'est difficile, ça vient créer quelque chose de négatif
à l'intérieur de nous-mêmes et donc dans notre vie. Mais voilà, si vous vous reconnaissez dans ces mots, dans ce que je partage là, c'est ok. Ça arrive dans presque toutes les familles finalement, et c'est un moyen, encore une fois, pour le système de se préserver. Et la raison pour laquelle c'est très répandu, c'est parce que il y a un héritage. Il y a plusieurs héritages derrière. Et ces secrets de famille, ils ont une raison d'être, une raison d'exister, donc un héritage. Et je voudrais vous partager ce que moi j'ai pu constater par rapport à ces raisons d'être des secrets. La première raison, c'est que le système familial cherche toujours à se maintenir. Une explosion familiale n'est jamais la bienvenue, et révéler une vérité pour un groupe, ça va venir détruire cet équilibre qui existe. Et pour cette raison, le secret vient aider à équilibrer le système familial, donc il est utilisé pour cette première raison. Donc la première raison, ce serait de protéger le groupe familial. La deuxième raison pour moi qui se cache derrière ces secrets, c'est la honte. La honte qu'il y a derrière la révélation du secret. La honte qui viendrait mettre en avant un comportement qui n'est pas juste. Si on reprend l'exemple des violences conjugales, forcément, ça vient mettre en lumière le comportement inadapté d'une personne. Et donc ce comportement inadapté, ou même des fois, ne serait-ce que le silence qu'on a utilisé pendant des années pour protéger l'autre, ça nous met dans une situation où on se sent honteux. Donc au final, le secret vient nous protéger de cette fameuse honte qui se cache derrière lui. La troisième raison que moi je peux constater, c'est que c'est une transmission culturelle très profonde que de ne pas dire les choses, de ne pas aller étaler les histoires en dehors du cercle familial. Ce fameux ne pas étaler sa vie privée en dehors de sa famille, c'est véritablement quelque chose qui appartient aux générations précédentes, et cette valeur de discrétion était vraiment une valeur très importante pour les générations avant nous. Donc le silence, pour eux, c'était pas vraiment vu comme un mensonge ou comme un non-dit, mais c'était plutôt vu comme une forme de dignité. Et la dernière raison qui fait que l'on reste dans ce silence, selon moi, c'est parce qu'on veut se protéger soi-même et qu'on veut s'éviter une discussion difficile. On se protège de son propre inconfort, de ses propres peurs ou de ses blessures. Parce que dire, c'est aussi aller se révéler sur quelque chose qui n'est pas simple pour soi-même, une blessure, un traumatisme qui n'est pas forcément facile d'avouer. Et ainsi, on s'évite une conversation difficile et puis toutes les conséquences qui pourraient en découler. Donc pour toutes ces raisons, on évite de parler, on évite les sujets qui fâchent. Et ça s'apprend donc très tôt, comme je l'expliquais au tout début de l'épisode. Et dans ces systèmes-là, dans les systèmes familiaux, en général, donc, il y a des phrases qui se disent et qui s'apprennent très tôt. Et que soi-même, en tant que parent, on pourrait avoir tendance à dire, mais j'aimerais les mettre ici en avant pour que l'on se reprenne ou que l'on regarde ça avec plus de conscience et qu'on essaye d'arrêter à ces systèmes de se reproduire et de plutôt aller vers plus de vérité. Et encore une fois, pas de jugement, ça peut nous arriver à tous. On a ça, on a cet héritage-là, et l'idée c'est plus d'essayer de changer plutôt que de s'auto-flageller si on le fait soi-même. Donc j'ai noté quelques phrases que je vais vous donner qui viennent effectivement renforcer cette idée que le secret ou ne pas dire les choses est une bonne chose. Donc ces phrases, ce serait par exemple, on ne parle pas de ça en dehors de la maison. Ou alors, ce qui se passe dans la famille reste dans la famille. Ou si tu ne le dis pas, tu ne mentiras pas finalement. Ça, c'est quelque chose que l'on peut facilement dire à nos enfants. Ou alors autre chose que l'on peut dire aussi aux enfants, que je peux entendre aussi, c'est « tu n'as pas à tout savoir ». Ça, c'est une phrase qui effectivement nous coupe de certaines choses. Effectivement, ça peut aussi être un moyen d'être protégé de certaines histoires. Effectivement, on n'a pas forcément à tout savoir, mais dans ce cas-là, il faut aussi être en mesure de ne pas se sentir blessé si on est exclu d'une vérité ou de certains mots ou de certaines histoires. Ou alors, le fait qu'on ne dit pas quelque chose et qu'on dise à la personne « on fait ça pour te protéger ». Ça peut être aussi, interroger le OK. Ils veulent me protéger, mais ils veulent me protéger de quoi? Ou je veux protéger l'autre, mais je veux le protéger de quoi? De quelle histoire?
Et là, c'est aller visiter l'histoire de quoi je veux protéger. Et peut-être expliquer, si on dit ça à son enfant, la protection qu'on veut lui mettre. Ah, bah ça c'est une histoire pour les adultes, c'est peut-être, je vais mettre un mot, voilà, c'est une histoire violente, j'ai pas forcément envie de te partager ça parce que à ton âge, tu n'as pas nécessairement besoin d'être au contact de ce type d'histoire. Ou alors, la phrase qui va couper radicalement quelque chose, plus besoin d'en parler, c'est du passé. Oui, mais si moi j'ai besoin d'en parler et que ce n'est pas encore passé à l'intérieur de moi, alors ce n'est pas une histoire passée. L'autre phrase que l'on peut entendre, c'est « si on te demande, tu diras que tu sais pas ». Ça, c'est une belle expression aussi qu'on peut entendre et qui invite au silence. Ou alors une phrase qui va vous-même vous emprisonner dans un secret, ça pourrait être « tu ne dois raconter ça à personne ». Mais en fait, si on vous met vous-même dans un secret, vous avez le choix de choisir de ne pas y être et de dire si vraiment tu souhaites que ce soit secret, moi je ne sais pas si je serai en mesure de le maintenir ce secret. Donc, réfléchis avant de me le dire. Et là, ça invite l'autre à sa propre réflexion de savoir si pour lui c'est juste qu'il le dise à une personne et que potentiellement ça s'ouvre au monde. Voilà, ça c'est les phrases que l'on a appris nous-mêmes, mais que l'on apprend aussi à nos enfants et qui deviennent des règles qu'on appelle des règles systémiques dans un groupe ou dans une famille. Et ces règles-là, c'est des règles qui viennent pour nous aider à gérer l'inconfort par le silence. Et une fois qu'on a appris à gérer l'inconfort par le silence de cette façon, par toutes ces règles que l'on nous transmet malgré nous, qui nous ont été transmises malgré nous et que l'on retransmet à notre tour si l'on ne fait pas attention, alors on va commencer à gérer l'inconfort par le silence, mais dans des situations qui peuvent être dramatiques. Et c'est là qu'on va pouvoir vivre le transgénérationnel notamment, parce que ces règles vont s'appliquer même à des situations délicates, comme par exemple, et ça on pourrait beaucoup en parler notamment sur ma génération, il pouvait y avoir ce genre d'histoire-là. Le suicide, c'est une honte, on n'en parle pas, donc tonton, il est mort, il est parti au ciel, mais on ne dit jamais comment il est mort, pourquoi il est mort, et l'histoire n'explique absolument pas ce qui s'est passé, parce que le suicide est trop honteux. Ou alors, dans le cadre d'un divorce, papa est parti, mais ne t'inquiète pas, il va revenir, sauf qu'en fait, il ne revient jamais. Ou alors une maladie, maman est à l'hôpital pour se reposer, mais elle va revenir en pleine forme et on ne dit pas qu'elle a potentiellement un cancer ou une maladie très grave et qu'on ne sait pas exactement si elle va revenir en pleine forme. Et du coup, derrière tout ça, il y a quand même une histoire lourde et de l'inquiétude même de l'adulte qui le partage. Ou alors, ça peut aussi être utilisé dans le cadre d'addictions qui sont très minimisées. Par exemple, papa est au café, il y va tous les soirs, mais il passe juste un moment avec ses amis et jamais on utilise le terme d'alcoolisme. Et ces règles-là, d'utiliser le silence ou des mots minimisés pour expliquer une situation, mais surtout le silence, elles peuvent s'appliquer à des sujets qui sont donc beaucoup plus tabous, comme par exemple, comme je l'évoquais au tout début du podcast, les violences conjugales, mais ça peut aussi être les viols tout court, les abus sexuels ou la violence psychologique. Et parfois, l'enfant observe ça de façon inconsciente dans sa famille parce que même si on ne dit pas les choses, la violence psychologique par exemple, ou même physique, la tension qu'on peut avoir dans ses gestes, elle est quand même présente dans le système familial et l'enfant, il peut en être imprégné, ou par exemple de la peur de sa mère par rapport à son père. Et donc au final, les choses ne sont pas dites, mais elles sont présentes malgré tout et on les ressent. L'enfant les ressent, mais aussi les adultes autour peuvent ressentir une forme de tension quand ils entrent dans une maison par exemple et dire ah oui mais quand je vais dans ce lieu, je me sens, ou quand je suis au contact de cette personne ou de ces personnes, je me sens tendue, je me sens en difficulté parce qu'en fait il y a des choses qui ne sont pas dites par ces personnes. Et il y a aussi le cas où l'enfant lui-même, qui a appris par le système qu'il ne pouvait pas tout dire, donc l'enfant va commencer lui-même à subir des violences et par exemple l'adulte, le cousin ou le frère ou la tante, peu importe d'ailleurs, la figure de référence, et des fois c'est même un enfant plus grand, voire un enfant plus petit qui a plus d'autorité, même entre enfants, l'enfant va recevoir un mot du style « si tu parles, ça aura des conséquences ». Donc l'enfant va apprendre que s'il dit quelque chose, il va
c'est sa sécurité qui va être en jeu. Donc il va commencer à lui-même se taire. Et donc du coup, là aussi, il apprend que parler, c'est remettre en question sa propre sécurité. L'enfant apprend que le prix de sa sécurité, c'est le silence et le secret. Et l'enfant ne sait plus s'il peut parler ou s'il doit se taire, parce que s'il parle, il y aura des conséquences. Et donc du coup, là, dans ces cas-là, l'enfant doit véritablement rester muet, et c'est une posture très difficile aussi pour lui. Et au final, pour ces enfants, plus rien ne les sécurise, ni de parler, ni de se taire. Et donc là, on peut avoir des enfants qui sont dans des grandes angoisses. Je voudrais continuer à parler de l'enfant parce que ce qu'on oublie souvent dans les familles, même quand on ne nomme pas, comme par exemple le secret autour d'une addiction d'un parent ou le départ d'un parent ou un suicide, mais l'enfant au final, il sait en lui, il ressent, il ne sait pas le fond, il ne comprend pas le fond, mais son corps ou sa tête ou même des fois dans ses rêves, dans son inconscient, l'information est transmise d'une façon ou d'une autre. Donc moi j'ai déjà entendu des histoires comme par exemple un suicide qui n'est pas évoqué, mais l'enfant dans ses rêves voit le suicide. Et donc du coup on peut difficilement taire à l'enfant puisque l'enfant sait par son inconscient que quelque chose est arrivé, mais on ne lui exprime pas. C'est là où moi j'invite à regarder l'utilité du secret. Est-ce que si véritablement on ne le dit pas à l'enfant, on le protège ? Moi je pense pas. Je pense qu'il faut utiliser les bons mots, mais si l'enfant vient à en parler, vient à exprimer que c'est trop difficile pour lui par ses comportements, alors il faut le dire. Il faut l'accompagner dans la difficulté face à son comportement et le laisser exprimer ce qu'il voit ou ce qu'il ressent. Parce que l'enfant ne sait pas forcément l'expliquer avec des mots, mais il le comprend par des sensations en lui et il l'exprime par ses comportements au final. Il sent la tension, il sent le non-dit, il sent que quelque chose ne colle pas entre ce qu'on lui dit, ce qu'on lui exprime et ce que lui ressent au fond de lui. Donc c'est pour ça que c'est important selon moi de ne pas maintenir les secrets trop longtemps pour protéger les enfants. Parce qu'au final, la véritable violence du secret, ce n'est pas juste de ne pas savoir, c'est de ne pas comprendre ce que l'on ressent par rapport à ce que l'on sait ou du coup ce qu'on ne sait pas. On a l'impression qu'on comprend quelque chose intérieurement, mais l'histoire ne le dit pas. Et c'est là où il y a une dualité intérieure qui se crée, quelque chose où les morceaux du puzzle ne s'embriquent pas. Et du coup, il y a un décalage entre ce que l'on vit et ce que l'on ressent, l'intuition que l'on a. Et en tant qu'enfant, on le ressent beaucoup, mais pas que d'ailleurs. Les adultes aussi le ressentent. Et c'est dans ces moments-là qu'on se dit « Ah, il y a quelque chose qui me gêne ici, mais je ne sais pas quoi. » Quand on rentre dans un lieu. Ou « Ah, j'aime bien cette personne, mais il y a un mais derrière, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'elle ne dit pas tout de ce qu'elle ressent ou de ce qu'elle vit. Et du coup, ça crée quelque chose dans le lien à l'autre. Et ce secret, ce décalage intérieur, on peut aussi le ressentir dans sa famille, au sein du groupe familial ou avec ses parents quand on est adulte. Parce que, en fait, un secret, il se transmet de génération en génération. Donc une grande violence, un suicide, une séparation, un non-dit autour d'une séparation, un enfant qui est mort, tout ça c'est des choses qui, si elles sont cachées, se transmettent malgré tout. Pareil pour les violences conjugales, pareil pour les viols, tout ça c'est ce qu'on transmet aux générations d'après parce que soi-même on n'a pas voulu le traverser, qu'on ne l'a pas digéré. D'où l'importance de travailler sur soi pour comprendre ce qu'il y a en soi et par conséquent aussi potentiellement au-dessus pour éviter de le retransmettre en dessous. Parce que malheureusement, il est très courant de voir des lignées de femmes entières vivre des violences conjugales ou sexuelles et génération après génération parce qu'elles sont tenues dans le secret de ne pas dire par des lignées d'hommes qui, eux, incarnent l'absence de mots et une loyauté silencieuse. Et c'est comme ça qu'on retransmet ce même schéma familial, ce même système familial, de génération en génération, maintenu sous clé par le silence. C'est pas rare non plus de voir des suicides se reproduire et il est fréquent de devenir alcoolique quand on a soi-même un parent alcoolique. Et quand une femme n'arrive pas à avoir un enfant, par exemple, dans le passé, dans les générations passées, il est assez fréquent de voir des enfants morts-nés ou des fausses couches assez dramatiques. Et du coup, la génération d'après doit accueillir ça
sans comprendre parce que au-dessus ça a été maintenu en silence et sous clé. En d'autres termes, finalement, quand un trauma n'est pas nommé comme tel parce que il nous fait honte, parce que l'on a peur ou parce que l'on se sent coupable, alors il laisse une empreinte malgré nous, malgré soi. Ce qu'une génération ne digère pas, elle le passe, non pas en mots, mais en lourdeur, en structure et en comportement. Et un enfant qui grandit dans un système où il y a des secrets, où il apprend que certaines choses ne se disent pas, que certaines émotions ne se montrent pas, que certains sujets sont tabous, devenu adulte, il va reproduire ces mêmes schémas sans même s'en rendre compte. Il va cacher à son tour à ses enfants ce qui fait mal, il va minimiser ce qui est difficile, il va dire tout va bien alors que ce n'est pas vrai, et ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas du tout volontaire d'agir de cette façon-là à son tour. C'est exactement ce que l'on a appris à cet enfant qui est aujourd'hui devenu adulte et qui retransmet à son tour. C'est exactement ça, la transmission intergénérationnelle. C'est ce que j'appelle et ce que je nomme très souvent un héritage. C'est cette fameuse charge que l'on transmet au suivant. Alors si vous voulez protéger vos enfants ou même si vous voulez prendre soin de vous, il y a quelque chose à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est de regarder votre propre histoire et vos propres vérités en face. Et écrire ou réécrire cette vérité telle que vous la ressentez en vous, telle que vous la vivez en vous. Que vous soyez dans le groupe de ceux qui savent, que vous soyez seul à porter quelque chose, que vous soyez ou que vous vous ressentiez comme un peu exclu du groupe, écrivez votre propre histoire. Mettez des mots sur votre histoire. Si vous êtes la victime qui maintient un secret, écrivez votre histoire avec ce secret. Mettez des mots dessus pour vous-même, face à vous-même. Rien qu'avec vous-même. Parce qu'il est extrêmement important de regarder votre propre vérité en face et de l'accueillir comme étant votre vérité à vous-même. De la valider pour vous-même, d'être responsable de votre propre histoire. Parfois, c'est extrêmement lourd parce que votre vérité vous fait encore mal. Mais regardez cette vérité en face, c'est le seul chemin qui vous mènera vers votre bien. Pour sortir des non-dits, pour sortir de ces silences familiaux, de ces silences que le système familial vous impose, parfois, il faut faire quelque chose d'extrêmement difficile. Il faut arrêter d'attendre du système familial qu'il vous valide. Il faut vous valider par vous-même. Il est extrêmement bon et extrêmement juste d'arrêter d'attendre que le système change. D'arrêter d'attendre qu'il fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait. D'arrêter d'attendre qu'il ouvre les yeux. D'arrêter d'attendre que ce système familial, que ce système ouvre les yeux. Il n'a jamais réussi à le faire, il ne peut pas commencer à le faire. Il est vraiment bon d'arrêter d'attendre que ceux au-dessus de vous ou autour de vous qui ont gardé le secret reconnaissent enfin ce qu'ils font, de garder ce secret ou de garder ces non-dits, de vivre ouvertement des silences, de rompre les silences alors qu'ils ne l'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait jusque-là. Alors si pour vous c'est important d'arrêter de le faire, arrêtez de le faire avec vous-même. Commencez par vous. Parce que souvent on attend quelque chose de l'extérieur, mais quand on est dans l'attente que quelque chose change, ça ne vient pas. Et ça n'est pas parce que votre famille ne vous aime pas, pas du tout. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez. Pour la simple et bonne raison que eux sont encore dans ce système qui vit dans l'aveuglement et le silence. Dans ce système qui a ce besoin d'éviter le sujet qui fait mal. Pour vivre dans leur bien à eux, ils ont besoin de l'éviter. Donc pour sortir du transgénérationnel, il est bon, il est juste de vous valider vous-même dans votre propre histoire et dans votre propre vérité. Il est très juste et très bon de vous dire voilà ma vérité, voilà ce qui s'est passé, voilà exactement ce que j'ai vécu, voilà exactement ce que j'ai ressenti et voilà ce que ça a créé en moi et tout ça c'est vrai. Tout ça c'est mon histoire, c'est vrai, même si personne d'autre que moi le voit. Même si personne d'autre que moi
ne me croit. Et à partir de ce nouveau statut où vous vous croyez et où vous validez vous-même, vous allez pouvoir réécrire votre cadre, vos limites et vous positionner dans votre famille, non pas en exprimant votre vérité, mais en exprimant vos besoins. Et par exemple, à réfléchir à tout ça, à réfléchir à toutes ces alliances, à toutes ces blessures qui se jouent et qui se rejouent dans la famille, au fait qu'il y en a qui ont l'air de savoir et d'autres qui ont l'air de ne pas savoir, au fait qu'il y a des tensions à tel endroit ou à tel autre endroit. Si vous arrivez dans votre légèreté parce que vous avez apaisé toute cette vérité en vous, vous allez pouvoir arriver avec des besoins comme moi, pour vivre auprès de vous, je préférerais que l'on ait des conversations nourrissantes plutôt que de parler des potins du quartier qui ne nous concernent pas. Et ainsi recentrer la discussion sur ce qui se joue véritablement dans la famille. Parce que souvent dans ces systèmes, pour éviter de parler de ce qui se joue dans le système, on cherche à fuir en regardant ce qui se joue dans les actualités, en regardant ce qui se passe dans le quartier, en regardant ce qui s'exprime partout, sauf dans la famille. Vous pourriez aussi exprimer un besoin qui pourrait devenir, ou qui pourrait déjà être d'ailleurs, j'ai besoin que l'on comprenne ce que je ressens. Donc vos besoins, ça pourrait être par exemple, j'ai besoin de conversations nourrissantes, j'ai besoin que l'on comprenne ce que je ressens. Donc là, vous pouvez arriver avec vos ressentis, les vrais ressentis, les nommer, montrer aussi au groupe et ainsi montrer au groupe ce qu'on peut ressentir et nommer les choses sans forcément imposer aux autres de faire pareil, mais de montrer une nouvelle voie que vous avez apprise. Et ainsi ouvrir un nouveau regard, proposer un nouveau regard, ouvrir un nouveau potentiel pour l'ensemble du groupe, sans l'imposer. Et vous pourriez aussi choisir de mettre de la distance. Et c'est ok de mettre de la distance si c'est pour votre bien. Vous pourriez aussi mettre des mots si vous avez besoin de mettre de la distance. Comme par exemple, je préfère mettre de la distance entre nous pendant un temps pour prendre soin de moi, même si je vous aime. Et ça peut être créateur pour le groupe, de dire ce genre de mots. Parce que quand vous exprimez vos besoins, quand vous exprimez vos ressentis, quand vous prenez de la distance parce que vous avez besoin de prendre soin de vous, vous commencez à nommer les choses et à vous positionner par rapport à ce qui compte pour vous et ce qui est important pour vous, et vous arrêtez de fuir et vous arrivez à être même présent dans ce que vous êtes au sein du groupe. Et ça change la dynamique que vous avez vous dans le groupe, mais également, si vous changez votre dynamique à vous, le groupe peut changer sa dynamique. C'est pas nécessairement simple à comprendre. Je vais laisser les choses à cet endroit-là par rapport à ce sujet, mais l'idée c'est que quand soi-même on change, le groupe peut changer. Mais pour que les changements arrivent, il est préférable de sortir des attentes, parce que quand on a une attente de changement vis-à-vis des autres, ces changements ont du mal à se faire. L'idée c'est que pour sortir soi-même d'un système silencieux, on ne peut pas imposer sa vérité, on ne peut pas imposer sa version des faits au système, on ne peut pas forcer les autres à voir ce qu'ils ne sont pas en mesure de voir. Donc le but ici, c'est vraiment de valider sa vérité et de se focaliser soi sur ses propres besoins pour ne plus transmettre le silence, mais commencer à offrir ses mots, ses ressentis et à nommer ce qui n'a jamais été nommé auparavant. Et c'est comme ça qu'on brise le transgénérationnel. C'est en choisissant consciemment de sortir du pacte du silence. Et ainsi, vous allez pouvoir vivre en paix avec vous-même et être libre, vous, et donc diffuser ça autour de vous. Nous arrivons à la fin de cet épisode et comme à mon habitude, je souhaite vous laisser avec une phrase. Et la phrase que j'ai choisie cette semaine, c'est « Le secret ne protège jamais celui que l'on dit pourtant protéger. Il protège le système et il se transmet. » Si vous reconnaissez ce système dans votre famille, si vous portez un secret qui vous isole, si vous sentez que quelque chose n'a jamais été dit et continue de peser, sachez ceci. Vous n'êtes absolument pas responsable du secret qu'on vous a imposé. Mais vous êtes responsable de ce que vous en faites aujourd'hui. Vous pouvez choisir de ne plus le porter. Vous pouvez choisir de valider votre propre version des faits, votre propre vérité et réécrire votre histoire. Et surtout, vous pouvez choisir de ne plus transmettre le silence autour de vous. En écoutant cet épisode, vous reconnaissez peut-être ce poids du silence transmis. Je propose des accompagnements individuels pour vous aider à regarder ces non-dits en face, ces secrets, ces silences jamais ou rarement nommés, et à vous en libérer. C'est un espace où vous pouvez déposer ce qui n'a jamais été dit
ailleurs. C'est un lieu où j'avance à vos côtés, sans jugement, avec accueil, présence, écoute et reconnaissance. Toutes les informations sont dans le descriptif de cet épisode et si cet épisode vous a touché, si mes mots ont résonné en vous, partagez-le. Partagez-le à quelqu'un qui porte un secret, à quelqu'un qui cherche à comprendre ce qui se rejoue et ce qui se joue et ce qui se rejoue dans sa famille, parce que le partage, c'est une contribution. C'est planter une graine et ces graines-là changent les choses. Sachez que je lis tous vos messages, je vois que mes mots vous font cheminer et ça me touche profondément. Alors si vous voulez aller plus loin, laissez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet au podcast de continuer à grandir et d'accompagner toujours plus de personnes. Et si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, écrivez-moi. Écrivez-moi en commentaire ou en MP ou sur Instagram et je vous répondrai. Je vous remercie pour votre présence à mes mots, je vous dis à très vite pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous, dans la lumière du cœur, dans la douceur du cœur.